Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé en collaboration avec notre partenaire Oxygène dans le cadre du programme national French Tech Central. French Tech Central, c'est un programme qui vous permet de bénéficier d'un accès simplifié et rapide avec les différents experts des administrations françaises et des partenaires privés qui se sont mobilisés pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise, quel que soit son stade de développement. Alors, ce webinaire, il n'est pas uniquement réservé aux adhérents de la French Tech Toulouse, il est ouvert à tous. Aujourd'hui, on va voir un sujet important, les relations presse, qui ne sont pas réservées aux grandes entreprises. Pour une start-up, savoir quand et comment activer les relations presse peut faire toute la différence et ce webinaire vous donnera les clés pour bâtir une stratégie RP efficace. Ce webinaire durera environ 30 minutes. Il n'y aura pas de session questions-réponses puisque vous aurez la possibilité de vous inscrire à la permanence du jeudi 4 décembre de 9h à midi avec Marion Avranches qui va présenter ce webinaire. Marion, je te laisse prendre la parole et dérouler le webinaire. Merci Tessa. Bonjour, donc enchantée, donc Marion Avranches, donc je suis directrice de clientèle à l'agence Oxygène, donc agence historiquement spécialisée en relations presse, créée en 1999, donc 26 ans d'existence. On est une agence donc avec le siège qui est basé à Paris et des agences locales réparties dans toute la France. Donc moi je représente l'agence toulousaine. Et donc, on est spécialiste des relations presse. On a depuis développé d'autres expertises sur l'événementiel, le branding, le social media, le marketing d'influence. Mais aujourd'hui, on est là pour parler justement des relations presse et de l'importance aussi de savoir bien communiquer auprès des journalistes. Pour commencer, je voulais vous partager quelques idées reçues sur les relations presse parce que du coup, relations médias au sens large, les relations médias, c'est vraiment pour objectif de faire parler de vous par les journalistes, parce que c'est vrai que c'est bien de communiquer, mais c'est très bien aussi de faire parler de soi. Ça a vraiment plus d'impact justement sur le long terme en termes d'image, de crédibilité. Donc, on fait face à pas mal d'idées reçues sur les relations médias, où historiquement, c'est vrai que c'était beaucoup vu justement comme un moyen de placer des produits dans les magazines. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, en fait, la relation média aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment une source de contenu, en fait, de contenu différenciant et de contenu engageant pour les journalistes. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir émerger dans cette bulle médiatique où vraiment on fait face aujourd'hui à de l'infobésité, où les journalistes doivent faire le tri justement dans les contenus, dans les informations, parce qu'ils sont sursollicités. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir émerger auprès des journalistes pour qu'ils puissent être de bons relais pour vous, qui est une relation justement de réciprocité également. Donc les relations presse sont aussi vues, on voit beaucoup, on travaille avec beaucoup de startups au quotidien, donc parfois on actionne les relations presse parce qu'on dit c'est de la pub moins chère. Alors c'est pas forcément les mêmes leviers, on n'est pas sur on est vraiment plus sur de la notoriété, sur de la crédibilité, et c'est pas forcément un levier d'acquisition directe. Où effectivement, c'est source de visibilité, mais on n'a pas les mêmes objectifs que de la publicité pure. Les attachés de presse ont une obligation de résultat. Alors ça, c'est vrai que nous, on est là pour justement valoriser les différentes entreprises auprès des médias, mais après, les journalistes continuent on ne tient pas la plume des journalistes. C'est tout l'intérêt aussi de la liberté de la presse. Du coup, l'idée vraiment des relations presse, c'est de travailler vraiment les contenus pour que vous puissiez être une source d'information pour les journalistes. Ensuite, il suffit d'envoyer des infos et des cadeaux à la presse pour que ça marche. Alors, du coup, c'est vrai que le côté cadeau, etc., c'était quelque chose qui était très utilisé, mais il y a de ça voire 2 décennies, mais ça a vraiment évolué où, encore une fois, on travaille vraiment plus le contenu. Le côté superficiel aussi, c'est vrai que parfois on dit une attachée de presse, on voit le côté événementiel, etc. Où là on travaille vraiment les angles, les insights pour vous faire émerger. Donc là c'est vraiment l'idée, c'est de vous donner quelques billes justement pour trouver ces insights pour que vous puissiez émerger médiatiquement parlant. Et les relations presse, et ça c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur le côté start-up, bien entendu, vous avez une approche très héroïste, ce qui est lié directement à votre activité. Mais c'est vrai que
pas forcément voir les relations presse comme un pur levier d'acquisition. Ça y contribue, bien entendu, mais avant tout, c'est vraiment quelque chose qui se travaille sur le long terme et qui vous apporte justement cette crédibilité, cette image. On est plus lié à cette partie branding que cette partie vraiment plus technique de l'acquisition. Le métier d'attaché de presse, c'est vraiment pour maximiser votre visibilité, développer votre notoriété, créer du lien avec les médias. Ça permet justement de développer cette notoriété, mais également d'anticiper ou voire de gérer des situations de crise. Parce que c'est vrai, quand on a un lien avec les médias, ils sont plus à même après de vous solliciter directement en cas de situation sensible pour avoir votre avis sur les sujets. Donc c'est vrai, quand on est face à une crise interne, par exemple, c'est vrai que les journalistes sont plus à même de venir vers vous aussi, si vous connaissent, si vous vous ont identifié, pour avoir aussi votre version des faits. Donc ça permet de créer ce lien. Encore une fois, on a vraiment ce mot relation dans les relations presse. L'idée, c'est de créer de la relation justement avec les journalistes. La problématique principale des relations presse, c'est vraiment d'identifier les angles médiatiques. En fait, on a vraiment ce petit schéma là, qui est à l'écran. Pour moi, il est très parlant parce qu'on a vraiment ce que vous voulez dire. Vous avez énormément de choses à dire, que ce soit sur votre activité, votre secteur ou autre, mais il y a aussi ce qui va intéresser les journalistes, parce que les journalistes, il faut toujours avoir cette double réflexion, cette réflexion de double cible, où en fait on cible les journalistes qui, eux, ciblent leurs audiences. Donc, in fine, il faudrait réfléchir à ce qu'on pourrait voir, ce qui pourrait être pertinent pour leurs audiences, pour que ça puisse intéresser vraiment les journalistes. Du coup, on travaille toujours sur cette petite zone de pertinence qui est entre ce que vous voulez dire et ce qui va intéresser les journalistes, qui semble assez fine, mais qu'on peut exploiter vraiment au maximum en travaillant justement les différents angles médiatiques. L'enjeu vraiment principal est que vous deveniez une source d'information fiable, capable de fournir aux journalistes vraiment de la matière utile. Je refais un petit panorama général des médias aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on parle de relations presse, attachés de presse, mais finalement on est vraiment sur des relations médias, où on n'est pas sur du paid. Justement, on a ces différents médias, à la fois le print, alors qui aujourd'hui peut être un petit peu mis de côté, mais qui reste pour le coup une source des médias pour le coup à fort pouvoir de crédibilité, forte audience et forte crédibilité justement, le vu dans la presse ou vu à la télé reste en tout cas très pertinent justement dans l'imaginaire collectif aussi. Et du coup, que ce soit les médias print, la PQR par exemple, reste une source d'information très plébiscitée par les Français aujourd'hui, et avec un fort gage de crédibilité. Donc c'est vrai que c'est des médias qu'il ne faut pas forcément mettre de côté. Après, on a les médias web, donc là, c'est les versions en ligne des médias print traditionnels, j'ai envie de dire, mais également les pure players qui sont très bien vus et très bien perçus, très bien suivis, et qui sont également justement à l'ère du GEO aujourd'hui, qui sont justement de très bonnes sources aussi de référencement. C'est vrai qu'on sort un peu du SEO classique qui est très technique, et aujourd'hui c'est vrai que le SEO est amené à évoluer vers le GEO avec une approche beaucoup plus globale et qui intègre vraiment toute cette partie branding maintenant dans le SEO qui ne se suffit plus à lui-même en fait, vraiment avec l'avènement de l'IA. Donc le web permet d'avoir cette redondance d'informations et de vous faire émerger justement dans les différents LLM, et d'apporter cette visibilité GEO également. Et c'est vrai que les relations médias reprennent actuellement toutes leurs lettres de noblesse par rapport justement au GEO et aux évolutions actuelles. Ensuite, les médias radio, également une très bonne source justement aussi de notoriété pour le coup. Très forte notoriété et un levier très actif également, et la télé. La télévision, bon, ça c'est vrai que c'est toujours, ça reste le Graal aussi dans les relations presse, où on le voit avec certains clients quand on décroche un JT de TF1, parfois on a vraiment une
notoriété qui fonctionne très bien. Certains sites parfois même crashent parce que justement trop de visites derrière suite à un sujet TF1 France 2. Voilà, c'est des très bonnes sources en tout cas de visibilité pour vous, mais une approche aussi vraiment adaptée pour ce type de médias. Et ensuite, on a les influenceurs aujourd'hui qu'on intègre justement dans les stratégies de relations médias. Donc, on est plus quand même sur le marketing d'influence, mais c'est des approches très différentes que j'expliquerai tout à l'heure, où les influenceurs aujourd'hui sont plus... Enfin, c'est vrai que même on parle maintenant davantage de créateurs de contenu, parce que maintenant, on travaille main dans la main avec eux et on a une approche vraiment différente qui se rapproche plus de régie média finalement. On est vraiment entre les relations médias et la publicité, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, je vais dresser un petit peu un tableau là justement du contexte médiatique où on reste dans un contexte quand même qui se précarise aussi avec un univers médiatique qui est en mouvement, avec une montée en puissance des sites web d'information, une crise économique avec une baisse des investissements publicitaires. Dans l'audiovisuel, une externalisation des reportages à des sociétés de production, des équipes rédactionnelles restreintes, des embauches de stagiaires, des appuis par des pigistes. Donc, on a moins de journalistes spécialistes pour certains sujets, d'où l'intérêt de vulgariser justement aussi vos différents sujets. Je dresse un tableau un peu noir, mais il y a aussi beaucoup de positifs quand même. Mais du coup, la réalité du métier du journaliste aujourd'hui est quand même très différente d'il y a quelques années. Un journaliste est quand même de plus en plus difficilement joignable. Il est pris par le temps, il a plusieurs rubriques, il couvre plusieurs rubriques. On a moins de journalistes spécialisés sur certaines thématiques. Donc, il couvre des rubriques qui ne sont pas forcément dans ses sujets de prédilection. Il a moins de temps d'enquêter il attend donc qu'on lui fournisse davantage d'informations, on va dire clés en main, qui sont sourcées pour lui faire gagner du temps. Donc justement, en termes de quand même des conséquences justement à ce contexte, c'est qu'il y a un traitement de l'information qui peut être parfois approximatif avec des possibles erreurs. Une information qui va privilégier aussi beaucoup, parfois, le ton sensationnel. La petite anecdote, il y a quelques années, je travaillais pour l'UNICEF, c'est l'Union pour la lutte contre la sclérose en plaques, qui organisait, il y avait tout un event justement autour de la sclérose en plaques, avec un jury, etc., un jeu concours. Et la marraine du jury était Claire Chazal. Et en fait, on avait eu un média parisien qui avait titré avec une photo de Claire Chazal complètement fatiguée, et ce qui avait titré Claire Chazal face à la maladie. Quand on lisait l'article derrière, c'était Claire Chazal, les marraines de la campagne de l'UNICEF. Bon, voilà, pour vous dire en gros que ça peut être, le journaliste peut actionner ce ton sensationnel, ce qui n'est pas forcément positif, mais voilà, à nous de le travailler, à vous de le travailler justement pour le rendre le plus acceptable possible. Et parfois des dossiers jugés également sans profondeur. Du coup, le journaliste, en fait, la conséquence, c'est que le journaliste, et c'est une opportunité aussi pour les communicants, c'est que le journaliste attend, justement, comme je disais, des sujets clés en main, avec des textes, des contenus, des chiffres qui sont vérifiés, des images. Plus vous apportez des sujets clés en main, plus vous avez de chances d'être repris justement dans les médias. Il attend aussi justement de la nouveauté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler le sujet, travailler vos sujets pour pouvoir communiquer, pas surcommuniquer sur des informations trop mineures. Il faut vraiment apporter de la nouveauté, un sujet original, une réaction face à une actualité chaude pour pouvoir émerger médiatiquement parlant. Ou apporter une information pédagogique, une prise de hauteur sur votre sujet qui va susciter l'attention des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Vraiment prendre de la hauteur et savoir parler d'autre chose en fait que de soi-même, ce qui va vous permettre justement aussi de pouvoir émerger. De l'exclusivité aussi, qui est très apprécié des journalistes, une information en avant-première que vous allez pouvoir fournir aux journalistes et ça vous permet de vous assurer aussi une visibilité plus significative qu'une simple reprise, par exemple. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, une relation de réciprocité. Vous attendez que le journaliste parle de vous, mais le journaliste attend de vous que vous lui apportiez de l'information utile. Il n'est pas, encore une fois, il n'est pas là pour faire la promotion.
de votre activité. Lui, il est là pour informer ses lecteurs. Donc, il faut vraiment réfléchir justement à son objectif à lui pour pouvoir l'aider à atteindre son objectif par le biais de vos différents contenus. Donc, pourquoi réaliser une campagne RP? Comme je disais, c'est vraiment les relations presse sont avant tout un outil de notoriété et d'image. Donc, de notoriété, de faire parler de vous, et d'image, de crédibilité. C'est vraiment une source de crédibilité auprès de vos différentes cibles. Et surtout, les relations presse, donc il y a la parution qui n'est pas qu'une fin en soi. L'idée, en tout cas dans les stratégies de relations presse, c'est aussi d'utiliser les différents articles qui parlent de vous, pour leur donner une redondance. Mais également, nous, on incite toujours nos clients à partager les différentes retombées sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, pour créer cette redondance et après créer cette relation aussi avec les médias. On a quelques bonnes pratiques. Quand un journaliste parle de vous dans son média, de repartager l'article, de taguer le journaliste, le remercier. Ça permet de créer le dialogue au-delà de l'article, de créer le dialogue sur vos différents réseaux. Et in fine, ça reste aussi un levier d'acquisition quand même si ce n'est pas l'objectif premier, mais ça reste un levier d'acquisition intéressant pour pouvoir avoir une crédibilité auprès de vos différentes cibles. Quand réaliser une campagne RP? Alors parfois, c'est vrai qu'on travaille avec, comme je vous le disais, avec de nombreuses startups. Parfois, certains porteurs de projets viennent nous solliciter. Il faut toujours, avant tout, se poser quand même les bonnes questions. Est-ce que votre produit est finalisé? Est-ce que votre positionnement est clair? Quels sont vos objectifs? Est-ce que finalement votre stratégie générale est claire? Est-ce que vous avez déjà des éléments de preuve? Communiquer trop tôt, c'est pas forcément bon, parce que les journalistes attendent de la nouveauté, mais attendent aussi du concret. Donc, communiquer trop tôt au stade de projet, ce serait vraiment, pour le coup, trop tôt. Si votre positionnement n'est pas encore très clair, parce qu'après, s'il y a un revirement de positionnement ou autre, ça risque de flouter en fait cette relation avec le journaliste. Et du coup, ça créerait une perte de confiance auprès du journaliste. Donc, il faut vraiment se dire, est-ce qu'on est prêt à communiquer? Ça, n'hésitez pas, on pourra échanger par rapport à ça. Mais nous, on part du principe vraiment qu'il ne faut pas communiquer trop tôt parce que ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Donc, et après, sur la fréquence, il faut aussi se dire, pour ne pas avoir cet effet soufflé, parfois on a une grosse actualité, donc c'est chouette, là c'est le moment de créer cette notoriété auprès des journalistes, de communiquer, mais après, cette notoriété peut vite retomber. Donc l'idée, quand on parle de stratégie RP, c'est de communiquer aussi de manière régulière pour pouvoir investir l'espace médiatique. Ça peut être une fois par mois, quand on a vraiment, une fois par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais se dire, continuer à créer ce relationnel avec les journalistes pour qu'après, ils vous identifient et finalement qu'ils fassent après appel à vous aussi quand ils ont un article sur les sujets que vous sur vos sujets, que vous deveniez justement un expert de vos sujets. Comment réaliser une campagne RP? Donc vraiment déjà se positionner, définir votre activité, votre marché, vos cibles, démontrer. Alors ça, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir des éléments concrets, des éléments de preuve justifiés par les chiffres. Ça, les journalistes ont besoin de chiffres justement qui sont gages de confiance. Votre expérience, le plus produit, vraiment avoir toujours ce côté concret. Et les leverage, donc s'appuyer vraiment sur des notoriétés fortes, sur des événements. Ça peut vous permettre d'émerger aussi, par exemple, quand on a un partenariat avec une grosse entreprise. Vous appuyez sur cette notoriété, sur cette forte notoriété pour créer votre propre notoriété. Vous participez à un événement, c'est l'occasion justement de rencontrer des journalistes à cet événement, parce que c'est un événement reconnu dans votre secteur d'activité qui sera couvert par les journalistes. Et après, vraiment, le cœur du sujet, ça va rester justement de travailler vos angles, parce qu'on pense beaucoup justement à l'angle produit, ce que vous faites, ce que vous vendez. Mais du coup, finalement, les journalistes ne sont pas vos commerciaux. Ça, il faut toujours bien l'avoir en tête. Donc, il va falloir, même si l'axe produit reste très important, il va falloir justement travailler cet axe produit par exemple, des cas clients. Faire parler de vous, justement, c'est encore le faire parler de soi, faire parler vos clients de vos produits.
montrer le retour sur investissement de vos produits. Donc, ça permet de pouvoir parler de cet axe produit justement dans les médias. Mais après, l'idée, c'est vraiment aussi de travailler vos différents angles, les deux axes corporate et marché expertise. Donc, l'axe corporate, c'est faire parler de vous en tant qu'entreprise. Donc là, on sort du pur produit, mais plutôt de vous en tant qu'entreprise, portrait d'entreprise, recrutement, des nominations, des nouveaux contrats, un développement international. Mais encore une fois, il faut du concret. Pas forcément, sur un développement international, par exemple, on ne dit pas juste, on se lance aux US. On n'est pas sur de l'intention, on est sur des informations chiffrées, sourcées. Quel pays parce que parfois on dit on se lance en Europe. Quels pays sont ciblés par quels moyens vous allez toucher ces pays? Quels sont vos objectifs à court terme, moyen terme, long terme? Après, les participations au salon, les levées de fonds sont un bon prétexte pour communiquer, surtout par exemple pour une première communication, une levée de fonds, permet de faire parler de vous. Et après, l'axe marché expertise, auquel on pense pas forcément de prime abord, mais qui est, à notre sens, l'angle, parce que c'est vrai que les médias aujourd'hui sont quand même différents, et cet axe marché expertise, aujourd'hui, c'est vraiment la clé pour émerger. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur vos sujets, pas rester sur vos produits, sur votre entreprise, mais là, encore une fois, là, c'est vraiment une prise de hauteur que vous deveniez un expert sur votre secteur. Donc, là, c'est ce qu'on appelle le thought leadership, qui vous permet justement de devenir expert pour les journalistes sur votre secteur, d'être positionné et d'être visible. Donc là, on a à la fois une vision, vous apportez une vision de votre marché, une expertise sur votre activité, encore une fois, une réaction aussi à l'actualité ou des études. Ça, c'est des contenus qui vont vous permettre de travailler ce thought leadership et d'émerger, encore une fois, auprès des médias. Donc, une fois qu'on a ce triptyque, on réfléchit justement au sujet qu'on peut amener, on creuse notre expertise et on travaille après le sujet qu'on peut pousser auprès des médias. Donc, les différents outils. On a vraiment beaucoup d'outils sur les relations presse, parce qu'on pense de prime abord toujours au communiqué de presse, c'est l'outil vraiment classique qui est encore qui est justement plébiscité par les journalistes. Le communiqué de presse qui est toujours lié à une actualité. Si on n'a pas une actualité forte, c'est pas forcément. Là, en ce moment-là, nous, ce qu'on préconise, c'est d'aller sur d'autres outils différents. Mais le communiqué de presse, dès qu'on a une actualité, à ce moment-là, on sort un communiqué de presse. Ensuite, on a l'avis d'expert, la tribune. L'avis d'expert, tribune, c'est une prise de hauteur sur le sujet, une vision que vous apportez sur votre marché qui est publiée par un média. Donc là, vous pouvez la proposer à un média, un type Les Échos, quand c'est une actualité vraiment économique, ou un média plus sur votre secteur d'activité, quelqu'un qui est dans le Marcom, par exemple, la stratégie. On va proposer mais là, on ne parle pas de votre entreprise, mais vraiment de votre expertise. Donc après, c'est un contenu qui est transmis, qui est publié après par le média, que vous pouvez republier justement, et là, c'est tout l'intérêt de le republier, par exemple, sur votre LinkedIn, pour apporter cette redondance, justement, de visibilité. Ensuite, le newsjacking. Newsjacking, c'est là, du coup, vous êtes sur un marché, il y a une nouvelle législation, par exemple, ou une actualité forte dans votre secteur d'activité. Mais là, vous apportez un contenu clé en main aux journalistes. Dire, par rapport à cette nouvelle législation, nous, on l'analyse de telle manière sur notre marché. Et donc, le journaliste va prendre votre expertise pour la valoriser et parler in fine de votre entreprise. Ou quand on est là, c'est vraiment sur une actualité chaude, le newsjacking, ou si c'est un sujet plus sociétal, lié à votre activité, à ce moment-là, c'est plus un pitch un peu développé pour donner votre position sociétale, en fait, sur cet aspect sociétal. Ensuite, donc les études aussi sont un très bon outil. Une étude sur votre secteur d'activité. Après, les études, il ne faut pas que ce soit des études internes qui sont pas pour le coup, très peu reprises par les médias, mais plus vous adossez à un organisme d'études type Opinionway, Ipsos, IFOP, où vous payez en gros à la question, et c'est des frais qui restent
ça reste assez simple d'accès, pas forcément très onéreux quand on part sur des sondages, par exemple Omnibus, où là, du coup, vous avez ces questions sur un panel représentatif, etc., de la population, où vous pouvez sortir une étude sur votre activité qui va, in fine, faire parler de vous et qui va fournir aux journalistes, encore une fois, de la matière utile. Ensuite, on a le dossier de presse. Alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil finalement ça vous permet d'avoir une carte d'identité médiatique. À mon sens, aujourd'hui, surtout quand on est ça commence à être nécessaire quand on est sur une stratégie RP vraiment sur le long terme. Mais pas forcément nécessaire parce que c'est très chronophage, ça prend du temps. Et les journalistes aujourd'hui ont besoin d'informations quand même assez concises, clés en main. Et un dossier de presse qui est assez long, très fourni, peut être intéressant sur le long terme, mais quand on est sur une première approche médiatique, je pense que ce n'est pas un budget qui est nécessaire dans un premier temps. Ensuite, les événements de presse. Donc, on a les conférences de presse, petits déjeuners presse, voyages de presse. Pour le coup, c'est des outils également très intéressants, mais quand on a une forte actualité ou vraiment un fort contenu à pousser, parce que du coup, c'est aussi lourd, plus lourd à mettre en place, et les journalistes se déplacent quand même de moins en moins. Donc, faut voir s'il y a vraiment un prétexte suffisant pour développer une conférence de presse. Ensuite, on a les calendriers rédactionnels, où là, c'est un suivi, justement, quand des journalistes sur les sujets qui vont venir. On peut l'avoir, par exemple, sur là, c'est une petite astuce, les médias ont des kits presse, donc sur les sujets qui sont en cours dans les prochains magazines ou autres. Pour le côté pub, en fait, on peut les récupérer côté pub pour voir justement les prochains sujets rédactionnels qui vont être traités par le média. Et à ce moment-là, on peut proposer à des journalistes d'intervenir sur les différents dossiers, mais plutôt par la partie rédactionnelle. Et ensuite, les tests et portages presse. Ça, quand on est sur du produit pur, c'est toujours intéressant de faire tester les journalistes, de leur proposer d'utiliser le produit. Donc ça fonctionne encore très bien. Et les partenariats presse aussi, en fonction de vos différentes thématiques. Donc, pour revenir rapidement quand même sur l'outil, sur le communiqué de presse, qui, comme je disais, est encore très plébiscité par les journalistes. Là, on a les derniers chiffres, justement, où 74% des journalistes considèrent encore le communiqué comme le format qu'ils préfèrent recevoir. Justement, donc c'est vraiment l'outil de base que vous pouvez développer vous-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, ça vous permet aussi de pouvoir adapter le style, même si c'est pas, il faut toujours l'adapter et garder ce côté subjectif, mais ça peut vous aider dans la rédaction, en tout cas à ce stade, si vous voulez vous lancer vous-même justement dans les relations presse, pour vous donner quelques billes sur la manière de rédiger un communiqué de presse. Il faut avoir justement le communiqué, c'est vraiment une idée par communiqué. On ne va pas placer différents axes dans un communiqué de presse, c'est une actualité. On l'organise avec un titre, un chapeau, des sous-titres, l'à-propos pour qui est votre carte d'identité de votre entreprise, et le contact presse, donc qui peut être vous-même, le CEO, pour créer lien avec les journalistes. Alors, ce qu'ils n'aiment pas, vraiment là, j'ai voulu quand même intégrer quand même quelques bases. Ils n'aiment pas forcément avoir trop de jargon, trop de termes marketing, parce que justement, on s'adresse à une cible assez généraliste. Les journalistes ne connaissent pas forcément, ou à moins qu'on s'adresse à un journaliste très, très spécialisé, mais il faut pouvoir vulgariser vos différents éléments de langage. Ne pas sursolliciter aussi les journalistes, trop de communiquer, c'est pas bon non plus, ça devient du spam. Il faut vraiment réfléchir au potentiel médiatique du sujet. L'idée, c'est pas de multiplier les prises de parole, mais d'actionner les prises de parole les plus pertinentes possibles. Et également, si les informations non personnalisées, trop généralistes, c'est pas forcément non plus apprécié. Il faut vraiment angler vos communiqués de presse. Ce qu'ils attendent, c'est vraiment de la réactivité également. C'est vrai que si vous envoyez un communiqué de presse à des journalistes, ça pour récupérer les contacts des journalistes, c'est assez simple quand même aujourd'hui. Vous pouvez récupérer certains contacts. Si vous voulez contacter par exemple la Dépêche, vous pouvez récupérer les emails juste en tapant même dans
à la fin du journal papier, par exemple, vous avez certaines adresses mail des journalistes ou que vous pouvez intégrer justement dans vos envois. Mais ce qu'ils attendent quand vous envoyez votre communiqué de presse, c'est de la réactivité. Si on vous sollicite, c'est pas le moment de partir en vacances. En gros, si vous envoyez un communiqué de presse, un journaliste vous sollicite pour une interview, il faut lui répondre très rapidement. Il faut que leur audience et cible et leurs intérêts soient compris. On n'est pas dans un discours promotionnel. Là, sinon, on va vous renvoyer vers le contact de la pub. Donc là, vraiment, encore une fois, c'est comprendre les différentes audiences. Une information accrocheuse, clairement exprimée, pour qu'on puisse voir en un coup d'œil, quelle est votre actualité. Des données sources pour maintenir là, justement la crédibilité, votre crédibilité en tant que source d'information fiable. Et des courts pitch directement dans le mail pour que le journaliste, en gros, parce qu'il reçoit 300 à 400 communiqués de presse par jour, hein, donc il faut vraiment que l'information en quelques lignes, qu'il puisse voir en quelques lignes quel est le contenu de votre communiqué de presse. Donc, sur les to-do pour le communiqué de presse, on a donné quelques petits tips, hein, justement. C'est vraiment d'adopter une rédaction journalistique avec le qui, quoi, quand, où, pourquoi. Et ça, c'est vrai que si vous voulez rédiger vous-même, vous pouvez vous aider justement de ChatGPT en lui indiquant le ton que vous voulez adopter, votre cible, vous expliquez que c'est pour la cible des journalistes. Après, c'est vrai que il faut quand même reformuler, hein, parce que ChatGPT, n'est pas encore... il faut quand même apporter de la subjectivité, mais ça peut vous donner une bonne base, en fait, pour pouvoir avoir le ton journalistique. Avoir un discours toujours objectif, éviter les interpellations. On ne va pas de vous découvrez nos solutions. On a un discours très objectif. On humanise aussi l'information. C'est toujours intéressant de rajouter un petit verbatim, une petite quote en fait de la part du CEO par exemple, pour justement apporter ici cette subjectivité. Trouver les bons insights, encore une fois, trouver les bons angles qui vont intéresser les médias, hiérarchiser l'information, insister sur les chiffres. Là, c'est vraiment apporter des chiffres clés. Vous voulez vous développer à l'international, quel chiffre d'affaires vous visez à l'international, un nombre de clients vous visez. Il faut toujours, on n'est pas encore une fois, on n'est pas dans le déclaratif. On n'est pas dans de la déclaration d'intention. On est là pour apporter des données sourcées chiffrées. Des phrases courtes, factuelles. La preuve également par l'exemple, on apporte encore une fois du concret, vraiment des éléments de preuve. Et pour la diffusion, donc vraiment, petit texte court, on insiste sur les chiffres, on cible. Ça, les journalistes n'apprécient pas. Hein, si on a une information écho et qu'on envoie cette information à un journaliste lifestyle, ce serait vous décrédibiliser. Donc, bien cibler les journalistes que vous souhaitez toucher. Ensuite, renseignez bien les objets de mail. Parce que justement, comme on disait, avec 300 à 400 communiqués de presse par jour, ils sont sursollicités. Donc, il faut qu'ils puissent voir dès l'objet du mail si c'est une information qui va pouvoir être pertinente pour eux. Pas abuser des pièces jointes et intégrer le corps du texte dans le mail. Et après, c'est vrai que c'est bien par mail, mais après d'avoir les téléphones, etc., pour pouvoir leur parler en direct et essayer d'émerger justement dans leur boîte email surchargée. Pour approcher les télés, donc j'en parle rapidement, hein, mais là, c'est vrai que c'est une approche quand même différente où une télé, un communiqué de presse ne sera pas forcément suffisant pour les approcher. Si vous voulez vraiment, si on a cet objectif télé, il faut vraiment déjà évaluer le potentiel. Est-ce que c'est un sujet télégénique déjà et après, une fois qu'on peut voir est-ce que vous voyez dans un JT, mais dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez montrer? Quelles seraient les images qu'on peut proposer aux journalistes? Et comme ça, après, on peut leur apporter un sujet clé en main. On propose un scénario complet avec des témoignages, des illustrations. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un focus sur tel sujet. Vous pouvez filmer les usines à tel endroit. Vous pouvez filmer un client à tel endroit. Enfin, voilà, que le journaliste puisse se projeter en fait dans la vidéo qu'il va pouvoir faire. Et on peut utiliser ici justement les marronniers, l'actualité. Réfléchir à des sujets d'actualité, là, les journées mondiales, les vacances scolaires, les vacances de Noël, tous les sujets qui sont porteurs médiatiquement parlant et comment vous
pouvez vous insérer dans cette actualité. Les partenariats influenceurs, ensuite, donc je voulais y revenir rapidement quand même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, les influenceurs, finalement, on pouvait leur proposer, par exemple, de tester des produits, etc. Après, ils en parlaient ou pas. Aujourd'hui, ça devient c'est vraiment réglementé. Maintenant, plus les créateurs de contenu doivent justifier aussi, enfin, ils payent des impôts sur les échanges produits, etc. Et en fait, sont maintenant vraiment, pour la plupart, rémunérés. Si on veut avoir quelque chose de qualitatif, pour le coup, il faut passer par de la rémunération, par des contrats de collaboration, dans la plupart du temps. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des contenus plus clairs maintenant. C'est une approche vraiment très différente des relations médias, où là, on va penser à des activations. Par exemple, un acteur dans le séjour linguistique, de se dire, du coup, activer un influenceur, toucher, par exemple, des influenceurs parentalité pour leur proposer d'emmener justement leur ado dans un séjour linguistique pour après échanger là-dessus. Voilà, c'est des choses où d'un jeune proposer un séjour linguistique complet, voilà, où là on a un échange quand même peut-être de rémunération, on peut jouer sur le côté financier du séjour par exemple, mais généralement après il y a quand même une rémunération aussi en plus pour pouvoir gérer le contenu, parce qu'après le contenu est co-créé. C'est vraiment le créateur de contenu s'imprègne du contenu, mais vous pouvez y apporter les éléments de langage, etc., valider les contenus. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est de plus en plus sur ces approches rémunérées, donc ça reste très différent des relations médias classiques, mais c'est vrai que ces créateurs de contenu maintenant sont gérés justement, enfin ont des agents avec qui ils travaillent pour travailler leurs différentes collaborations. Sur les interviews, j'y reviens rapidement pour avoir quelques clés, mais ça, on proposera un webinaire justement plus sur le média training, voilà, plus concret. Mais quand on est interviewé, donc suite à l'envoi d'un communiqué de presse, après, voilà, on peut être sollicité pour des interviews. Le tout, c'est de toujours être bien préparé. Donc, il faut identifier le sujet sur lequel le journaliste souhaite échanger. Bien lire aussi, lire les précédents articles du journaliste. Ça, c'est vraiment apprécié et ça vous permet d'anticiper le ton, voilà, le ton qu'il utilise et d'identifier toujours les 3 messages clés que vous souhaitez faire passer, vraiment au maximum. On est toujours sur un triptyque où on n'est pas sur pas plus de 3 messages clés à faire passer sur lesquels vous allez pouvoir insister. Pendant l'interview, on illustre toujours les propos. C'est vous l'expert, vous illustrez vos propos. Vous reformulez au moins 3 fois vos 3 messages clés. Vous parlez doucement, clairement, et vous vulgarisez. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, les journalistes sont de moins en moins spécialistes d'un secteur en particulier, donc il faut vraiment vulgariser au maximum. Et après, surtout, une chose que je redis à chaque fois, mais vraiment pas de off, parce que parfois on se laisse aussi porter par la relation, l'échange devient un peu informel, on s'entend bien avec le journaliste, ça devient sympa. Mais du coup, on peut être tenté de dire, bon, ça reste entre nous, mais c'est vrai que là, on va lancer une nouvelle version parce que celle-ci, finalement, elle n'est pas si... voilà, on a vu qu'il y avait quelques bugs ou autre. Là, justement, c'est des choses qu'il faut éviter parce que tout ce qui est dit à un journaliste peut être amené à ressortir justement dans les médias. Et là, il y a ces petits chiffres clés justement pour aussi vous dire qu'il faut toujours illustrer les propos. Les journalistes restent, quand on est une interview, à une écoute active, donc c'est quand même un peu supérieur, c'est quand même supérieur par rapport à ces chiffres, mais ça reste, voilà, ça reste de cet ordre-là où en moyenne l'auditeur retient 10% de ce qu'il lit, 20% de ce qu'il entend, 30% des images qu'il voit et 40% des images commentées. D'où l'intérêt d'illustrer vos propos, voilà, de montrer des schémas ou autres pour justement améliorer en tout cas cette mémorabilité de vos messages. En cas de questions difficiles, ça c'est vrai que ça peut arriver. Nous, ce qu'on conseille, en tout cas, c'est de ne pas esquiver les questions difficiles. Si besoin de reformuler la question
pouvoir se donner aussi le temps de répondre, de jamais mentir ou tricher à un journaliste parce qu'il va vérifier vos informations. Et donc parfois dans l'empressement, c'est vrai qu'on dit bon, on va dire quelque chose d'approximatif, mais en cas de difficulté à répondre, il vaut mieux le dire et dire pourquoi. Vous pouvez toujours dire là, j'ai pas forcément les informations, à ce moment-là, je reviens vers vous, je vais vérifier les données, je reviens vers vous. Vaut mieux repartir là-dessus. Et ça, bon, sur le côté média training, on y reviendra, mais c'est vrai qu'on est toujours habitué à être, on a été éduqué comme ça, à être le bon élève. Et c'est vrai qu'en interview, c'est pas du tout. Faut sortir de ce schéma-là. On n'est pas obligé de répondre à tout, en fait. Donc, on peut réorienter les réponses. On peut ne pas répondre à certaines questions. Faut sortir de cette posture de bon élève. Le temps, je termine rapidement, parce que c'est vrai que le temps défile vite, mais on a récapitulé justement quelques do's et don'ts à avoir en tête. Donc, c'est vrai que si on a que quelques préconisations, c'est vraiment en tout cas de cibler les journalistes, d'adapter les messages, ça toujours l'avoir en tête. Si on ne s'adresse pas de la même manière à un journaliste tourisme qu'à un journaliste éco. Donc, on adapte les messages. On propose aussi des porte-paroles capables de parler à la presse. C'est vrai que parfois, on veut positionner un ingénieur qui est très fort techniquement parlant, mais qui ne va pas savoir vulgariser les propos. Donc, bien travailler en tout cas les messages avant, vérifier, voir si on est capable en fait de parler justement à un journaliste. Pour ça, pour le coup, on s'entraîne à se dire comme si on expliquait notre techno à un enfant de 10 ans. Le journaliste s'y connaît quand même, mais en fait, vraiment, de pouvoir vulgariser à fond et d'avoir un discours justement aussi humble et mesuré. On n'est pas forcément, on ne dit pas on est les meilleurs, on est les plus forts, on apporte des éléments de preuve. Et ensuite, ce côté d'être, on est les meilleurs, on apporte des éléments de preuve, mais on ne dit pas qu'on est les meilleurs. Directement. Faut être capable aussi de parler d'autre chose que de soi-même, justement, de prendre de la hauteur sur vos sujets, pas de parler uniquement de vos produits, mais de votre secteur, de votre marché, de votre activité de manière globale. C'est ce qui va vous permettre d'émerger médiatiquement parlant. Répondre aux sollicitations aussi, parce que encore une fois, c'est vraiment cette relation de réciprocité avec les médias qui va vous permettre d'émerger aussi quand on est sollicité, sauf si effectivement vous avez vraiment rien à dire sur le sujet, mais si vous êtes sollicité, de répondre. Et généralement, on a toujours des éléments quand même à apporter et d'être patient. Parce que c'est vrai que les relations presse, parfois, quand on a une grosse actualité, effectivement, on peut avoir des retombées médiatiques instantanées. Mais après, sinon, il faut quand même être patient pour pouvoir émerger sur le long terme. Encore une fois, si on travaille sur cette partie du thought leadership, là, ça prend du temps. Et les don'ts quand même, bien entendu. Ne jamais confondre clients et journalistes. Et, ils ne sont pas vos commerciaux, ils ne sont pas vos clients. Donc, on ne peut pas non plus attendre que le journaliste partage vos valeurs. Le journaliste est quelqu'un d'objectif. Logiquement, son article sera objectif. Justement, il ne va pas dire, encore une fois, que vous êtes les meilleurs. Il va apporter vos éléments de preuve. Ne pas déranger aussi des journalistes pour des informations mineures. Ça va sursolliciter les médias, ce sera vous décrédibiliser sur le long terme. Dicter aussi aux journalistes ce qu'il doit écrire, ça c'est des choses qu'ils n'apprécient pas. On l'a beaucoup aussi, on dit parfois, je voudrais relire avant ce que le journaliste va écrire. Alors le journaliste, on peut lui demander de relire avant vos verbatim, si vous cite directement, mais son contenu, c'est souvent malvenu. De demander aux journalistes de relire en amont. Après, parfois, quand c'est des sujets très techniques, le journaliste de lui-même aussi va vous proposer, est-ce que vous voulez le relire justement pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur technique, ou vous pouvez lui proposer, si c'est un sujet technique, vous pouvez lui proposer, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à me l'envoyer avant, pour que je vous dise si c'est bon ou pas, quand on est sur du sujet très technique, encore une fois. Ensuite, ne pas donner aux journalistes des armes pour se faire battre. On n'est pas là pour appuyer non plus nos faiblesses. On reste dans un acte de communication quand même. Ne pas l'oublier non plus. Et réagir négativement à un article. Parfois, on peut avoir des articles négatifs. Alors ça, après, vous pouvez avoir un droit de réponse si c'est une information fausse. Mais si c'est un article, plutôt négatif parce que vous êtes sur un secteur d'activité sensible ou autre, réagir trop négativement auprès du journaliste, ce sera aussi vous le mettre à dos sur le long terme. Donc, ça peut être plutôt enclencher une discussion. C'est un article négatif, ce serait bon. J'aimerais bien échanger avec vous sur ce sujet parce qu'effectivement,
Voilà, je trouve qu'il y a des éléments que je pourrais vous apporter. Ça peut être ça, mais d'être plus dans la construction plutôt que d'avoir un discours négatif. Et ça, je l'ai rajouté aussi, mais c'est vrai que demander à intégrer un lien, ça on le sait, hein, donc pour le SEO, c'est toujours intéressant pour vous, voilà, d'avoir des liens, des backlinks, etc. Alors ça, parfois, certains journalistes le mettent de manière automatique, mais c'est pas apprécié, encore une fois, de demander à mettre le lien. Parce que dans ce cas, on risque aussi de vous envoyer vers la pub, dire dans ce cas, il faut payer, et voilà. Donc, c'est pas, voilà, les journalistes, encore une fois, ne sont pas vos commerciaux. Voilà, donc j'ai terminé donc cette présentation. Donc n'hésitez pas voilà, à me solliciter si vous souhaitez pousser certains thèmes abordés aujourd'hui, parce que là on a dressé ça de manière assez générale, mais voilà, je me tiens à votre disposition pour pouvoir échanger sur le sujet de manière plus aboutie. Merci Marion pour ce webinaire très complet. On a un petit peu dépassé le temps, mais c'était justifié parce qu'il y a beaucoup d'informations clés pour les RP, pour nos startups adhérentes. Donc, je vous invite à prendre contact avec Oxygène et Marion pour la prochaine permanence qui aura lieu donc le jeudi 4 décembre entre 9h et 12h si effectivement vous voulez creuser un aspect de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Le replay sera disponible très bientôt, ainsi que le support de présentation, si c'est OK pour Marion. Oui, bien sûr. Pour connaître toutes les actualités, replay, webinaires, vous pouvez vous connecter à la French Tech Toulouse via LinkedIn ou vous inscrire à notre newsletter pour connaître les dates et les thématiques des prochains événements. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci Marion. Merci.